Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Élection présidentielle, le comité parlementaire formé par Nabih Berri tient sa première réunion. Objectif, mener des concertations avec les différents partis politiques pour garantir un quorum lors de la séance parlementaire chargée d'élire le successeur de Michel Sleiman. La loi contre la violence domestique à l'ordre du jour de la prochaine séance parlementaire. C'est le député Kataeb Sami Jmaïel qui l'a confirmé après une série de drames en matière de violence conjugale. La Ligue arabe conclut son sommet annuel au Koweït et appelle à une solution politique en Syrie basée sur la déclaration de Genève 1. Les dirigeants refusent aussi de reconnaître Israël comme État juif. Et à suivre également dans ce journal le point sur la disparition de Malaysia Airlines. L'analyse de nouvelles images satellites permet de repérer une centaine d'objets dans le sud de l'océan Indien. Il pourrait être des débris de l'avion qui s'est abîmé en mer après avoir disparu le 8 mars dernier. D'abord, le point sur l'élection présidentielle. Le comité parlementaire formé par Nabih Berri a tenu sa première réunion ce mercredi. Son but est de gérer les contacts préalables en vue du scrutin. La commission est présidée par Yassine Jaber et comprend également Michel Moussa. Elle a établi une feuille de route pour les concertations qu'elle doit mener avec les différents partis politiques pour garantir un quorum lors de la séance parlementaire chargée d'élire un nouveau président. Les concertations doivent démarrer la semaine prochaine. Le mandat de 6 ans du président Michel Sleiman expire le 25 mai. Le Parlement peut donc élire son successeur entre le 25 mars et le 25 mai. Les forces libanaises étudient sérieusement la candidature de leur chef Samir Jarjah à la présidence de la République. C'est ce qu'a déclaré Georges Hadouen dans une interview au quotidien koweïtien El Anba, appelant à ce que le scrutin se tienne dans les délais constitutionnels. Selon le député DFL, son parti va établir une feuille de route, détailler les principes à la base de sa vision de la présidentielle et définir les moyens de traiter avec ses alliés au sein du 14 mars. Il a indiqué que les forces libanaises expliqueront les raisons de leur accord ou de leur refus de chaque candidat à la présidence. Interrogé sur la disposition DFL à dialoguer avec le Hezbollah, Hadouen a affirmé que son parti cherche un véritable partenariat national avec toutes les composantes libanaises sans exception. Il a cependant précisé que toutes les parties doivent se conformer au consensus national en évitant de monopoliser la décision de guerre ou de paix, en participant notamment au combat en Syrie. La loi contre la violence domestique à l'ordre du jour de la prochaine séance du Parlement. C'est ce que le député Kataeb Sami Jmaïel a indiqué sur sa page Facebook après en avoir fait la demande. Il y a 15 jours, des milliers de Libanaises et de Libanais manifestaient à Beyrouth pour appeler leurs députés à promulguer une loi pour protéger la femme contre la violence domestique. La mort de Rakia Mounzer, 24 ans, enceinte et abattue par son mari, est venue s'ajouter jeudi dernier à une série de drames au Liban en matière de violence conjugale. Le 17 février, l'on apprenait ainsi la mort de Christelle Abouchahra, décédée des suites d'une intoxication au démol. Son mari est accusé de l'avoir empoisonnée après l'avoir menacée plusieurs fois. Quelques jours auparavant, c'était Manal Assi qui mourait. Son mari est là aussi suspecté de l'avoir battue à mort. Sans oublier évidemment Rola Yaoub, dont l'époux a récemment fait l'objet d'un non-lieu pour insuffisance de preuves. La famille de la jeune femme l'accuse de l'avoir sauvagement battue à mort. Le ministre des Télécommunications, Boutros Hareba, a annoncé le lancement d'un chantier de travail au sein de son ministère. Il a indiqué lors d'un point de presse que les règles ne sont pas respectées, ce qui a causé d'énormes dépenses au cours des dernières années. Il a ainsi assuré que le ministère sera mis à l'écart des conflits politiques et qu'il n'autorisera aucune prise de décision pour des motifs politiques. Boutros Hareba a par ailleurs promis de lancer de nouveaux services en coopération avec les compagnies qui opèrent sur le marché des télécommunications au Liban. Sur le plan sécuritaire, l'armée israélienne effectue depuis ce matin des manœuvres le long de la ligne bleue qui sépare Israël du Liban. Des drones ont survolé les fermes de Shebra dans le cadre de ces exercices qui se déroulent au niveau des régions de Habassieh et de Kfar Shouba. Des explosions liées aux manœuvres israéliennes ont également été entendues tôt ce matin dans le secteur des fermes occupées. L'actualité régionale de ce mercredi, c'est d'abord ce deuxième et dernier jour du sommet annuel de la Ligue arabe au Koweït. Dans son communiqué final, les dirigeants ont condamné les massacres perpétrés par les forces syriennes et ont appelé à un règlement politique en Syrie, conformément à la déclaration de Genève 1. L'organisation panarabe a par ailleurs refusé de reconnaître Israël comme un État juif.
C'est la condition posée par l'État hébreu pour parvenir à un accord de paix avec les Palestiniens. Benjamin Netanyahou a fait de cette revendication un élément cardinal de toute résolution du conflit. Le Premier ministre israélien estime que la source du problème n'est pas l'occupation des territoires palestiniens depuis 1967, mais bien le rejet arabe d'un État juif. Mais pour les dirigeants palestiniens, ce serait une capitulation sur leur droit au retour. Ils rappellent également qu'ils reconnaissent déjà l'État d'Israël depuis 1993. Et puis, toujours dans le cadre des négociations de paix au Proche-Orient, Washington aurait proposé de relâcher Jonathan Pollard, un ancien analyste de la marine américaine, condamné à la prison à vie pour espionnage au profit d'Israël. Objectif, assurer notamment la libération d'un dernier contingent de 26 prisonniers palestiniens prévu à la fin du mois et prolonger ainsi les pourparlers au-delà de l'échéance du 29 avril. Une information cependant démentie par le département d'État américain. Israël réclame en vain depuis des années la grâce de son espion qui a obtenu la nationalité israélienne en 1995. Et puis toujours dans la région, 2 Palestiniens ont été blessés ce mercredi quand des navires israéliens ont ouvert le feu sur leur bateau qui se dirigeait vers Rafah. L'équipage a pu s'échapper. Il s'agirait de bateaux de contrebande de cigarettes qui allaient de l'Égypte vers la bande de Gaza. Un navire israélien a été endommagé par des tirs palestiniens provenant du rivage. Dans le cadre du blocus terrestre et maritime imposé par Israël à la bande de Gaza depuis 2006, les bateaux ne sont pas autorisés à naviguer à plus de 11 km des côtes. Direction l'Égypte où le maréchal Abdel Fattah el-Sisi a annoncé sa démission de son poste de ministre de la Défense à l'état-major de l'armée égyptienne. Objectif, se présenter à l'élection présidentielle. D'après le journal Al-Ahram, l'homme fort du pays devrait annoncer sa décision à la population lors d'une allocution télévisée. Sa candidature est largement attendue à la présidentielle, scrutin dont il deviendra immédiatement le grand favori. En tant que chef de l'armée, Abdel Fattah el-Sisi a présidé en juillet dernier au renversement du président élu, Mohamed Morsi, issu des frères musulmans. Dans un instant, décision en faveur du rétablissement de Twitter en Turquie. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Les recherches pour retrouver l'avion de la Malaysia Airlines ont repris ce mercredi dans le sud de l'océan Indien, à 2500 km au sud-ouest de la ville australienne de Perth, et ce après avoir été suspendu en raison du mauvais temps. D'après le ministre malaisien des Transports, les satellites ont révélé la présence de 122 objets dans la zone de recherche. 12 avions, dont 7 militaires, quadrillent une vaste zone pour retrouver les objets localisés par satellite et qui pourraient être des débris du Boeing 777 disparu le 8 mars. Leur taille varie de 1 à 23 mètres. À présent, le seul espoir d'élucider le mystère du vol est de retrouver l'épave et les boîtes noires. Et c'est une véritable course contre la montre qui est lancée pour tenter de capter leurs signaux qui vont émettre pendant encore une dizaine de jours. Elles n'émettent des signaux que 30 jours avec une portée de détection moyenne de 2 à 3 km. Celle du vol Rio-Paris qui s'était abîmée dans l'Atlantique en juin 2009 n'avait été repêchée que 2 ans après l'accident. Le président chinois a entamé sa visite d'État en France pour une étape politique et gastronomique à Lyon. Xi Jinping dit vouloir renforcer les relations bilatérales entre les deux pays qui doivent signer cette semaine d'importants contrats. Lyon est le berceau des liens entre la France et la Chine depuis le XVIe siècle, grâce au commerce de la soie, puis à l'ouverture d'un institut franco-chinois au XXe siècle qui a formé les élites chinoises. Arrivé hier en fin d'après-midi, Xi Jinping et son épouse ont dîné à l'hôtel de ville de Lyon avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Ils ont goûté aux spécialités régionales, charcuterie, fromage et Beaujolais. Aujourd'hui, l'agglomération lyonnaise recense une communauté chinoise forte de 15 000 personnes, dont 3 000 étudiants. Le président chinois a également visité le siège des laboratoires Biomérieux qui travaillent depuis 40 ans avec la Chine. Il s'est entretenu avec le fondateur Alain Mérieux qui s'est vu confier l'organisation du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques franco-chinoises. On l'écoute. C'est un immense honneur que vous nous accordez, Monsieur le Président, par cette visite dans nos laboratoires de Marcy-l'Étoile, commune où mon grand-père, Marcel Mérieux, élève de Louis Pasteur, avait implanté ses activités de sérothérapie en 1917. C'est un honneur pour notre famille, nos collaborateurs et notre pays. Il prend une importance toute particulière l'année de la commémoration
du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République française. Un tribunal administratif d'Ankara a ordonné la levée de la décision très controversée du gouvernement turc de bloquer l'accès au réseau Twitter dans le pays. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan avait accusé le réseau de microblogging de propager les accusations de corruption qui visent son régime à la veille des élections municipales du 30 mars. Les organisations de défense des droits de l'homme et les pays occidentaux ont dénoncé une atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression. Ces dernières semaines, des utilisateurs de Twitter ont publié des enregistrements présentés comme des conversations téléphoniques du Premier ministre, de membres éminents du gouvernement et de chefs d'entreprise. Si elles sont authentiques, ces discussions portent sur des faits de corruption présumés. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi, la Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée en direction de la mer du Japon aux premières heures de la journée. Les missiles ont parcouru 650 km avant de s'abîmer en mer. Séoul a dénoncé une grave provocation. Les tirs nord-coréens coïncident avec la 4e commémoration du naufrage du navire de guerre sud-coréen Cheonwan en mer Jaune. Un navire coulé par la Corée du Nord. Selon l'enquête internationale, 46 marins avaient alors péri. Les tensions géopolitiques autour de la Crimée entre les États-Unis et la Russie n'ont pas encore atteint l'espace. Un astronaute américain et 2 cosmonautes russes ont pris ensemble le chemin de la Station spatiale internationale. À bord d'une fusée Soyouz, ils ont décollé du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Ils resteront dans les étoiles 6 mois, le temps de mener plusieurs dizaines d'expériences scientifiques et de réaliser quelques sorties dans l'espace. Et puis le Venezuela a arrêté 3 généraux de l'armée de l'air accusés de tentative de coup d'État. Les officiers sont proches de l'opposition conservatrice qui défie le président socialiste Nicolás Maduro en manifestant quotidiennement dans les grandes villes du pays depuis maintenant 6 semaines. Les contestataires dénoncent les abus policiers, la criminalité mais aussi les pénuries et la hausse des prix. Les violences ont fait au total 34 morts. Et avant de refermer ce journal, je vous propose ce petit extrait du passage de l'acteur français Jean Dujardin sur l'émission du Late Show de Jimmy Fallon sur NBC. Il fait littéralement craquer les Américaines avec son charme à la française. Regardez. I have another impressionist. Okay. An animal. A camel. Camel. Yes. Yeah, look. It's for you. A present for you. This is... This is a really good camel, actually, yes. Camel, where's De Niro? That's a De Niro camel. That is a good combo of both. Impressionnant talent d'imitateur. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Élection présidentielle, le comité parlementaire formé par Nabih Berri tient sa première réunion. Objectif, mener des concertations avec les différents partis politiques pour garantir un quorum lors de la séance parlementaire chargée d'élire le successeur de Michel Sleiman. La loi contre la violence domestique à l'ordre du jour de la prochaine séance parlementaire, c'est le député Kataeb Sami Jmaïel qui l'a confirmé après une série de drames en matière de violence conjugale. La Ligue arabe conclut son sommet annuel au Koweït et appelle à une solution politique en Syrie basée sur la déclaration de Genève 1. Les dirigeants refusent aussi de reconnaître Israël comme État juif. Et puis Malaysia Airlines, l'analyse de nouvelles images satellites ont permis de repérer une centaine d'objets dans le sud de l'océan Indien. Il pourrait être des débris de l'avion qui s'est abîmé en mer après avoir disparu le 8 mars dernier. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Au revoir.